Madame la directrice générale, Monsieur et Madame les directeurs, anciens directeurs de centre de recherche et honorés chercheurs seniors de centre et tous les chercheurs de centre, je suis très honoré d'être ici ce matin et de partager avec vous cet grand événement qui est le 35e anniversaire du centre de recherche. Pour moi, les anniversaires sont importants. Il y a une, je pense qu'il y a un mot qui est utilisé en anglais, qui est souvent, je pense, utilisé aussi en français. Le mot, c'est mindfulness. L'idée de prendre le temps de réfléchir, de peut-être s'extraire un peu de la vallée des actions de tous les jours et de réfléchir sur les accomplissements. Et on va dire que notre mind est déjà full de toutes les activités que nous avons, mais quand on se retire, on essaie de prendre plaisir et aussi de voir quelle est la signification de ce qui a été fait pour nous, pour le centre. Et le centre, en réalité, est un organisme vivant. C'est quelque chose, comme dans notre corps, ça change à tous les jours, ça évolue, mais le centre de recherche évolue de manière constante. Et comme dans la vie d'une personne qui est probablement un collage des vignettes différentes, des vignettes qui sont clés, importantes et qui prêtent une signification à une vie, mais aussi un centre de recherche est plein de vignettes durant tout le long de sa vie et aussi c'est plein d'espoir pour l'avenir. Et je pense aujourd'hui ce que nous allons voir, c'est des vignettes qui sont très significatives. Et je vais demander à Dr. Marek Rolo-Pleschinski d'intervenir comme directeur scientifique entre 1993 et 2001. Dr. Pleschinski, il est immuno-allergologue au CHUS depuis 76, et chercheur au centre de recherche depuis sa fondation en 1980. Il détient la chaire de recherche du Canada en inflammation entre 2002 et 2009. Dr. Pleschinski a participé activement à la conception puis à la réalisation du tout premier projet de construction d'un bâtiment pour la recherche au CHUS. Avec la complicité des chercheurs en place et des nouveaux recrutements, il a doublé le nombre de chercheurs de 48 à 80. Dr. Pleschinski. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, le fait en 93, en arrivant, tous les espoirs étaient permis parce que à peine un mois et demi, 2 mois après être arrivé, on a reçu la bonne nouvelle du fédéral et du provincial que les fonds pour la construction du nouveau centre étaient octroyés. Et c'était pour la construction également pour des équipements majeurs, dont le cyclotron et le tomographe à émission de positron. Alors, ça commençait très bien, mon premier mandat à ce niveau-là, avec beaucoup de pain sur la planche pour planifier et gérer tout ça. Et ça a été un élément très important pour le développement du centre parce qu'on avait grandement besoin, rendu là, d'espace et d'équipement, bien sûr. Certains d'entre vous peut-être se souviendront que dans ces années, avant qu'on ait des locaux propres au centre, le CHUS nous hébergeait comme c'était possible. Donc, on faisait des études, des essais cliniques sur les parties d'étage qui n'étaient pas ouvertes aux patients, puis qui avaient des lits disponibles. On faisait également, à un moment donné, des études cliniques dans des roulottes louées qui étaient stationnées près de l'aile 1 parce qu'il n'y avait tout simplement pas de place. Alors, en 98, le centre est bâti, donc ça a pris quand même du temps, 5 ans pour arriver à l'inauguration du premier bâtiment. Les coûts étant
ce qu'ils sont. Ils ont beaucoup augmenté durant ce temps-là. On n'a pas été capable, dans une première foulée, de finir complètement le bâtiment. Et donc, le 3e étage est resté inachevé. Et c'est à la fin de mon 2e mandat qu'on a pu obtenir de la Fondation canadienne d'innovation un fonds de près de 3 millions pour finir cet étage-là et également bâtir l'unité de souris transgénique du côté de la faculté. Avec l'accroissement de la superficie dédiée à la recherche, on a obtenu, dans les années 95-96, un fonds de développement du FRSQ qui s'ajoutait au budget de base des centres. Et ça nous a permis à ce moment-là de recruter plusieurs chercheurs, d'aider à les établir. Et donc, c'est un ajout extrêmement précieux pour le développement de notre centre. Donc, on a recruté des chercheurs, on a incorporé également au centre des chercheurs qui étaient à la faculté de médecine, mais qui ne faisaient pas partie des axes. Et nos axes ont augmenté en nombre aussi, de sorte que nos axes étaient toujours multidisciplinaires, multidépartementaux. Dans l'axe où j'étais, immunologie, inflammation, il y avait 3 départements et 4 services distincts qui se retrouvaient dans cet axe-là. On a pu, à ce moment-là, se concerter avec la faculté de façon très active pour les recrutements et les fonds de dépannage et de démarrage, ce qui était fort important. On a également pu, à ce moment-là, lancer les premiers concours qui aidaient au financement de nouveaux projets, donc des projets à financement interne qu'on connaît maintenant sous le nom de PAFI, qui ont commencé là et qui permettaient de démarrer des petits projets pour éventuellement se faire financer par les organismes de financement externes. C'est une période aussi où l'informatisation était grandissante et au centre de recherche, on a été très actifs à informatiser. On a en fait eu un système et un service d'informatique distinct du CHU qui a fusionné avec le CHU plus tard, mais on avait besoin d'informatique pour les bases de données en particulier et pour les premiers liens qu'on voulait faire avec le système d'informatique Ariane dans ces temps-là. Et enfin aussi avec l'Institut de pharmacologie qui se bâtissait à peu près en même temps que le premier bâtiment du centre. On a créé une table de concertation pour voir venir les études en préclinique et éventuellement accéder ou rendre possible le développement des premières études de phase 1 où le centre aurait pu jouer et pourra toujours jouer un rôle important dans ce sens-là. Alors, on est arrivé à ce moment-là à la fin du 20e siècle et le 21e siècle s'annonçait déjà pas mal bien avec un nouvel édifice et des chercheurs extrêmement actifs avec toutes leurs équipes. Voilà, merci. Comme vous allez voir, la vie d'un centre, comme la vie en général, est une chaîne de personnes, en fin de compte, où un leader et une équipe passent le flambeau à la prochaine. Et j'aimerais ça maintenant introduire Dr. Jean-Marie Moutquin, qui était le directeur scientifique entre 2001 et 2008. En 1999, Dr. Moutquin est recruté comme obstétricien gynécologue et chercheur du centre de recherche. Il était alors directeur du département d'obstétrique gynécologie. Et Dr. Moutquin a été recruté parce qu'il est un des chercheurs pionniers dans le domaine de la recherche clinique en obstétrique gynécologie au Canada et sur le plan international. Lors de son mandat, Dr. Moutquin a initié le projet d'agrandissement du centre de recherche. Il a doublé le nombre de chercheurs en passant de 80 à 170. Dr. Moutquin a contribué, il est un mentor par excellence et il a contribué à l'histoire à l'évolution de la carrière de plusieurs jeunes chercheurs du centre ici. En réalité, j'ai connu Dr. Moutquin dans une autre vie et il a été alors mon mentor et je pense que si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors, Dr. Moutquin.
Alors, merci Bill et merci Marek. En fait, ce qui me restait en 2001, le pionnier avait travaillé, il avait tout érigé et moi, il fallait que je consolide. Alors, j'ai essayé de consolider pendant 7 ans. Simplement, c'était aussi une période absolument extraordinaire avec un décanat excessivement progressiste. Et nous avons eu un recrutement sans précédent de chercheurs fondamentaux. On a fêté le 25e. Vous avez vu sur les photos André Lucier et Étienne Lebel qui étaient là, qui nous ont quittés depuis ce temps-là avec regret. Et on se souviendra, Étienne Lebel, qui était très coloré et qui était très, très près de certains hauts politiciens. Il faut dire que ça nous a aidés à ce moment-là pour les premiers balbutiements du centre de recherche. Notre mandat s'est caractérisé aussi par la création de nouveaux axes de recherche, entre autres la douleur et le mère-enfant, qui ont maintenant pris un très grand essor. Et aussi, nous avons eu 2 évaluations FRSQ qui ont été cotées excellentes, et c'est un petit peu la tradition que vous continuez à avoir ici. Et dès 2001, donc, même si le centre avait été construit en 1998, on a déjà fait à la demande du FRSQ une demande d'agrandissement en 2001 qui a eu lieu en 2013-2014, hein, c'est ça. Je voulais ici parler d'un fait saillant particulier qui est un petit peu la recherche clinique subventionnée, et c'est pour ça que j'ai consolidé ce que Marek avait fait. Je ne sais pas comment faire pour la changer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alors, actualisation, intégration et valorisation de la recherche clinique subventionnée. Quand je suis arrivé ici, il était marqué CRC, et je croyais que CRC voulait dire que Centre de recherche des commandites, mais c'était pas ça. C'était Centre de recherche clinique, et nous avons fait la recherche clinique subventionnée. Et donc, dans l'actualisation, le premier point que nous avons fait, on a eu une subvention, comme Marek vous l'a dit, de 3 millions, qui était suffisante pour mettre des laboratoires partout, et ça a été une opportunité. Nous avons installé des scientifiques, des chercheurs sans laboratoire. Alors, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, on a utilisé les laboratoires de biochimie, microbiologie et d'autres hématologies. Et nous avons essayé, justement, de développer de la recherche clinique axée différemment. Et en plus de la rhumatologie qui avait ses propres laboratoires, la médecine familiale s'est développée, la géomatique, la recherche évaluative avec Andrew Grant et son équipe et l'informatique, la recherche en éthique, l'obstétrique et la douleur, qui ont pris vraiment leur titre de noblesse grâce à cet espace au 3e étage. Nous avons aussi développé un coparrainage de la recherche fondamentale et clinique, incluant les laboratoires cliniques tels que je vous en ai parlé, et ceci était vraiment de la générosité extraordinaire des chefs de département avec la complicité du et de la directrice générale du temps. Alors, nous avons fait de la recherche clinique grâce à leur générosité. Prochaine. C'est ça, hein, je pense. Alors, donc, en recherche clinique, on a eu, à un moment donné, un momentum. On a recruté 32 nouveaux chercheurs cliniciens en 4 ans. Et je rends hommage à Daniel Ménard, je ne sais pas s'il est ici maintenant, il est à la retraite, et avec le doyen Michel Baron qui était là, et qui ont eu une vision de développer, justement, de permettre le développement de la recherche clinique en ayant du temps protégé. Et c'était quelque chose de relativement récent. D'autre part, il fallait préparer la relève et nous sommes occupés de coacher nos fameux chercheurs boursiers pour qu'ils aient leurs chercheurs boursiers au FRSQ. Et pendant 6 ans, on a eu 100%. Alors, donc, quand on présentait quelqu'un, il passait. Alors ça s'est jamais vu après. Et on voudrait remercier ici, en particulier Gina Bravo, Nicole Gallo-Payet et Hélène, qui
ont donné leur temps de la préparation du coaching et ça a été un succès extraordinaire qui n'a pas été répété. Parlons maintenant de l'intégration de la recherche clinique subventionnée. En fait, c'était nouveau. Il fallait peut-être revoir, et ça va bien avec l'esprit du CIUS, revoir toutes les forces vives en présence en recherche clinique, parce qu'il y avait énormément de fondamentalisme, mais la recherche clinique était un peu éparpillée. Et nous avons fait des alliances, nous avons travaillé ensemble avec l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, entre autres. Donc, c'était une vision d'intégration. Et plus tard, même, on ira avec Saguenay, Chicoutimi et avec Charlemagne. D'autre part, donc on fait du travail en équipe, on fait des demandes ensemble et on utilise ces expertises-là en biostatistique ou en mathématiques ou ailleurs pour justement faire progresser nos demandes de subvention. Une autre complicité que nous avons eue, qui était extraordinaire, c'était le fameux programme de sciences cliniques, qui est unique à l'Université de Sherbrooke, et dans lequel on a tranquillement suggéré à des cliniciens de s'inscrire à une maîtrise, un doctorat, et ça a été formidable, entre autres pour les sciences infirmières, mais aussi pour d'autres aspects de la santé, comme la douleur, la physiothérapie, les biostatistiques, l'informatique médicale. Et nous avons gradué de nombreux étudiants là-dedans. On a eu des étudiants ostéopathes qui font des choses extraordinaires et qui sont maintenant membres de la faculté de santé, des sciences de la santé, de médecine ici. Alors, c'était vraiment un accomplissement et une belle complicité que nous avons développée. Quand on parle d'intégration de la recherche clinique subventionnée, on va maintenant vers de nouveaux horizons. On a vraiment intégré ce qui se passait, des forces vives dans le milieu. Et tranquillement, on recrute d'autres disciplines de la santé. On a parlé tranquillement qu'on recrutait à l'intérieur de la faculté de médecine des gens comme des anthropologues médicaux, des éthiciens, une éthicienne entre autres depuis de très très longtemps qui est membre du département de chirurgie, la physiothérapie qui devient de plus en plus présente avec son école et les sciences infirmières. C'est un développement très important qui a eu lieu à l'intérieur des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke ici. Il y a une coparticipation de recherche avec d'autres facultés, entre autres Jean-Paul Brault et le génie, et d'autres, l'Université des sciences, l'éducation, la géomatique et même la faculté d'administration qui existait. Donc, c'était vraiment encore là, utiliser toutes les forces vives pour faire un travail assez fabuleux. De plus, on a eu plusieurs réseaux du FRSQ dont on assurait soit la participation ou la direction. En plus des trois cités ici, il y avait aussi, si je ne me trompe pas, il y avait aussi la pharmacologie, je crois, à un moment donné. Et donc, on était vraiment présents au niveau provincial et au niveau pan-canadien et même international. Nous avons participé ou même co-dirigé le Canadian Neonatal Network en soins intensifs néonataux, Canadian Perinatal Network pour la périnatologie. Bill Fraser avait l'Integrated Research Network, c'est en anglais parce qu'il y avait Ottawa, mais on avait un nom français. Et même avec des directions d'essais cliniques randomisés dont les propres chercheurs étaient, les directeurs étaient ici. Alors, c'était absolument fabuleux. Donc, on a vraiment intégré cette recherche clinique subventionnée. Il faut la valoriser. Et ici, je voudrais m'attarder un petit peu parce que c'est un point excessivement important. Cette valorisation de la recherche clinique subventionnée, c'est grâce à une alliance que nous avons eue avec le CHUS et le Centre de recherche. Marek avait insisté pendant de nombreuses années pour qu'on ait une quote-part de la Fondation qui s'est matérialisée.
En plus, donc, cette complicité-là faisait qu'à chaque conseil d'administration, il y avait un item recherche. Chacun des nouveaux chercheurs était présenté, on vulgarisait ses recherches pour que les membres du conseil d'administration du CHU sachent exactement ce qui se faisait. Il y avait vraiment une compréhension de l'apport de la recherche même fondamentale à la vie quotidienne des malades qui venaient au CHUS. Alors, de plus, à la Fondation, nous avions des contributions de la recherche clinique et fondamentale lors du Téléthon, ça se fait encore. Il y a des petites capsules et la contribution substantielle au centre de recherche. On a institué le gala de la reconnaissance de la recherche. Il y avait le fonds Jean-Luc Mongrain, je pense que ça existe encore. On donnait, maintenant, je pense qu'on donne des sommes quand même. On a commencé avec un petit 10 000 $ pour le chercheur extraordinaire de l'année. Et je pense que maintenant, la somme est un petit peu plus substantielle et permet de faire un petit peu plus de recherche. Parlons aussi du prix rayonnement du CHUS. Alors, il y a des plaques chaque année où on rend hommage et il y a toujours des chercheurs qui sont sur les murs ou dans les corridors que les patients arpentent ou viennent voir leur clientèle et qui montrent que la recherche est très, très vivante au sein de l'hôpital. Alors, c'est un centre de recherche bien vivant dans sa communauté et c'est vraiment un accomplissement extraordinaire grâce à la faculté de médecine, des sciences de la santé et de l'hôpital. Je vous remercie. Alors, maintenant, on va passer à Dr. Serge Marchand, qui était le directeur scientifique entre 2008 et 2012. Dr. Marchand joint les rangs du centre de recherche de CHUS en 2002 et il y apporte son expertise sur les mécanismes de la douleur. Il contribue à la création de nouveaux axes de la recherche dans le domaine de la douleur et ceci a été créé en 2005. Lors de son mandat, en tant que directeur scientifique, il a complété le processus ayant mené à l'obtention d'une subvention gouvernementale afin de l'agrandissement du centre de recherche. Alors, vous voyez l'enchaînement des initiatives qui sont entreprises, le temps que ça peut prendre pour arriver. Et cet octroi a permis de doubler les espaces du centre de recherche. Dr. Marchand. Ben, écoutez, je vais commencer quand même parce qu'on a 5 à 6 minutes. J'ai une demi-heure de présentation. Ce que je vais faire, je vais parler très rapidement. Et quand vous allez retourner à la maison, ça va tranquillement revenir. Non, très sérieusement, je vais faire ça rapidement. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous dire que je suis vraiment honoré d'être ici. Et je vais vous raconter rapidement comment ça se passe. Je me considère encore comme un jeune chercheur. Je pense que ça finira jamais. Donc, je me considère comme un jeune chercheur. Et comment c'est arrivé que j'ai quand même accepté de devenir le directeur du centre de recherche? Premièrement, je réalisais que c'était un centre de recherche impressionnant. Et je vous fais une petite histoire très rapide. J'étais professeur en Abitibi-Témiscamingue. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous qui n'êtes jamais allés. Il y a une université là-bas qui s'appelle l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. J'étais professeur là-bas et j'avais une offre à Ottawa. Donc, j'avais une offre là-bas que j'allais accepter, en fait, où je prenais la direction d'un programme en réadaptation, ainsi de suite. Alors, j'avais pratiquement signé et un collègue à moi me dit « Viens faire une conférence à Sherbrooke ». Je me souviens même plus, je pense que c'était pour le centre, c'était pour les sciences cliniques. Alors, je suis venu faire ma conférence. J'ai rencontré les gens et honnêtement, et je vous le dis très honnêtement, j'ai été extrêmement impressionné par le centre qui était branché physiquement avec l'hôpital, moi je fais de la recherche clinique, et qui était branché physiquement avec la faculté. On pouvait marcher en quelques minutes d'un endroit à l'autre, qui avait un centre d'imagerie, c'était incroyable. Alors finalement, en discutant, les gens m'ont dit, mais est-ce que vous avez pensé que vous pourriez venir travailler avec nous? J'ai appelé Ottawa, j'ai dit, je m'excuse, je ne viendrai pas, je me suis revenu ici, en 2002. Et je ne le regrette pas, je suis toujours très, très content d'être ici, c'est un milieu extraordinaire.
extraordinaire. Et là, j'ai eu la chance de travailler, bon, vous avez entendu Marek qui a fait des choses extraordinaires ici, vous avez entendu Jean-Marie Moutquin. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Marie Moutquin, que je considère comme mon mentor, parce que c'est lui qui m'a reçu. Je me souviens d'ailleurs de la chaleur avec laquelle il recevait les chercheurs fondamentalistes et cliniciens. C'est vraiment quelque chose de très important. Et un jour, il m'invite à son bureau et vraiment, je ne m'y attendais pas, très, très honnêtement. Je me voyais surtout pas faire la direction d'un centre. C'était la dernière chose qui m'était venue à l'esprit. Je faisais ma recherche, j'étais content, les choses allaient bien. Et il me dit, Serge, est-ce que je vais prendre, je quitte la direction après tant d'années, j'ai fait ma part, et je me demandais si tu accepterais de prendre la direction. Alors, ma première réaction était de dire, c'est vraiment sympathique d'y avoir pensé, non merci. Et il m'a expliqué graduellement les choses intéressantes qu'il y aurait. Moi, je suis allergique au comité, j'aime pas beaucoup qu'on se rencontre, à moins que ce soit très efficace. Alors, il m'a donné la liste des comités qu'on devait voir. Je me disais, il est en train de complètement tuer son punch, parce que si je continue à entendre tous les comités, il faut participer. Mais finalement, regardez ce qui est arrivé. Il est très convaincant, c'est un homme, et c'est un homme de passion. Donc, les gens de passion, vous savez, ils vous parlent de ce qu'ils font. Et regardez, c'est moi en train de faire le fin devant des gens. Vous reconnaissez deux personnes très importantes ici qui s'ouvraient en me regardant. Donc, ça se passait quand même pas trop mal. Alors, j'ai accepté de septembre 2008 et puis jusqu'en janvier 2013, en fait. Donc, on peut dire que je me suis arrêté en 2008. En 2012, j'ai pris la direction du centre. Et ça a été vraiment une expérience incroyable. Je ne le regrette pas du tout, même si c'est très difficile et j'ai de l'admiration pour des gens, je pense à Marek, je pense à Jean-Marie et à ceux qui étaient là avant, qui continuent à faire la recherche tout en étant directeur d'un centre. Moi, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps, mais c'est fascinant. C'est merveilleux et vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler de grands projets et je veux bien que vous compreniez, puis ça a été bien annoncé aussi. Tous ces projets-là, c'est la suite de choses qui ont été faites par les gens avant. Donc, on fait simplement avec l'épaule à la roue, puis on continue à pousser. Mais je suis content d'avoir poussé un peu sur la roue pour l'aider à arriver. Premièrement, il y avait 12 axes de recherche. S'il y a des chercheurs dans la salle, vous savez comment c'est important notre domaine de recherche. En fait, c'est le plus important. Les autres sont importants, mais le nôtre est le plus important. Alors, imaginez-vous quand on vient vous voir et on vous dit, vous savez, vous avez un axe de recherche dans votre domaine, on va vous l'enlever, on va le scinder avec un autre, et puis vous allez devenir un plus grand axe. C'est pas toujours simple, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu, mais ça s'est passé de façon extraordinaire. On a réussi passer de 12 axes à 6 axes, et puis je me souviens de toutes les discussions qu'il y a eu autour de ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout ça s'est fait en s'arrimant avec les thèmes de la faculté. Et à l'époque, c'était presque drôle, parce que quand on regardait les thèmes de la faculté et les axes du centre, c'était comme si c'était deux univers. Pourtant, ils étaient voisins, mais ça se ressemblait pas. Maintenant, quand vous regardez les deux, vous vous reconnaissez. Alors ça a été, pendant mon mandat, c'est quelque chose dont je suis assez fier. Et comme je vous dis, c'est un travail d'équipe, bien sûr, mais je suis content que ça a été fait à l'époque où j'y étais. Ensuite est arrivé les projets de développement stratégique et innovant du FRSQ. Alors ça, c'était pas simple parce que, pour vous faire une histoire courte, et je vous donne ma vision, hein, vous avez le droit d'en avoir une autre, ce qui était arrivé, c'est qu'on se faisait enlever une enveloppe qui était là depuis très très longtemps, et les gens nous disaient, ben, cette enveloppe-là, on va la mettre dans un gros paquet, et vous allez pouvoir faire des demandes. Alors, vous vous souvenez, vous réalisez que comme directeur du centre, les chercheurs se disaient, on perd un morceau, alors Marchand a besoin d'aller chercher le morceau en allant chercher la subvention, parce que sinon, on ne sera pas content. Bien sûr, on a monté une équipe incroyable, vous le voyez ici, l'IPS, le CIMS, le CHUS, on a montré un corridor où il y a des maillons qui se sont faits, et on a obtenu la subvention, 2 millions sur 4 ans, et puis on est arrivé en première place. Alors, on était quand même assez fiers de ça, et c'est ce qui s'est passé à l'époque. Et comme je vous dis encore une fois, tout ça, c'est grâce aux chercheurs et à toutes les équipes qui sont ici. Ensuite, c'est le renouvellement du centre. Et ça, je me souviens, pour moi, c'était une angoisse terrible, parce que tous les autres avant avaient eu une cote excellente. Alors, vous comprenez un peu la pression, hein? Si jamais la cote était moins bonne, la réaction que les gens auraient eue, qui aurait été normale, ils auraient dit, ben, c'est dommage qu'on n'ait pas un bon directeur de centre, parce qu'avant, on avait des cotes excellentes. Alors, on est un peu nerveux, on se réveille la nuit, et tranquillement, bon, on est passé au travers, et grâce, encore une fois, à toute l'équipe du centre, on est arrivé à tous les chercheurs, à tous les professionnels qui travaillent autour, à une cote excellente. Mais il y a une chose qui m'a frappé, j'en parlais justement avec Bill juste avant qu'il l'a soulevé, c'est le directeur du comité, le président, c'est-à-dire du comité, qui est Hans Zing de McGill, m'a dit une chose importante. Premièrement, il a dit, je veux vous voir à votre bureau. Alors, j'étais nerveux un peu, hein, parce que quand le président dit, est-ce que je peux vous voir 2 secondes seul à votre bureau? Je me suis dit, il veut peut-être m'annoncer quelque chose de moins drôle, mais finalement, pas du tout. Il me disait, vous êtes vraiment un centre d'excellence. Vous êtes exceptionnel. Vous faites des choses vraiment intéressantes. C'est vraiment dommage qu'on n'en entende pas parler.
Alors, je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant avec ça. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est un centre qui fonctionne bien, mais on ne sort peut-être pas suffisamment. Là, je vais dire quelque chose, je vais exagérer un petit peu, mais c'est dans ma nature. À McGill, quand un chercheur tape des mains, on le voit dans le journal. Alors, il faut ici aussi prendre cette habitude, il faut parler de ce qu'on fait. Il ne faut pas exagérer, mais il faut au moins dire qu'on fait des choses intéressantes. Alors, il faut se montrer. Je pense qu'on a toutes les raisons de le faire. Et finalement, la finalité de l'agrandissement, je me souviens encore toute l'équipe du centre avec laquelle j'ai travaillé, les gens ont mis une énergie folle et on est arrivé à ce que vous connaissez aujourd'hui. L'agrandissement du centre, ça a été un succès et avec aussi l'augmentation au niveau du cyclotron. Donc, c'est une fierté d'être passé au travers de tout ça. Et regardez, je vous montre le rapport de recherche de 2012. Vous pouvez le comparer avec celui d'aujourd'hui. Mais ça, c'est des chiffres. Et pour moi, c'est pas tellement important, c'est bien, mais le plus important, et vraiment, je vous le dis avec grande honnêteté, ce qui m'a le plus impressionné, quand on est directeur, on rencontre la majorité des chercheurs, on les voit presque tous pendant son mandat, on voit les gens venir nous montrer ou parler de ce qu'ils ont fait, venir faire des demandes, venir faire des suggestions, et ça, c'est impressionnant. Et c'est là qu'on s'aperçoit que des fois, on vit dans un milieu, on se promène dans les corridors et on voit pas les autres chercheurs. Et quand on commence à les regarder en prenant du recul, on se dit, quelle équipe incroyable. Et cette équipe-là, c'est autant au niveau de l'hôpital, comme vous le disiez si bien, Dr. Moutquin, où on a un support incroyable. L'équipe de la faculté, l'équipe des chercheurs, l'équipe des assistants de recherche, des étudiants, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une équipe extraordinaire derrière tout ça. Et finalement, tout ce que je peux vous dire, c'est merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Ça a été vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu la trajectoire fondée en 80. 98, le premier bâtiment. En 2014, nous avons terminé le projet d'agrandissement qui a doublé les espaces du centre de recherche et ça a été inauguré en février 2014. Aujourd'hui, avec 14 000 mètres carrés d'espace pour la recherche fondamentale, préclinique, clinique, nous avons des espaces très extraordinaires. J'aimerais me remercier particulièrement la Fondation de Schuss pour son soutien financier à travers des années, pour les dons dédiés à la recherche, comme mentionné, des fonds, des bourses, des projets d'excellence, les projets structurants, le programme PAFI, et c'est don très important pour la construction du centre. Les dons aussi pour l'acquisition des appareils de fine pointe en technologie pour nos infrastructures. La Fondation, le travail qu'ils font avec le support de la population est tout à fait remarquable. J'aimerais aussi peut-être juste faire de la pouce sur ce que Dr. Marchand a dit. Les directeurs de centre sont seulement aussi bons que leur équipe. Et en fin de compte, nous avons dans le centre de recherche de Schuss une équipe extraordinaire, une équipe de support pour le directeur. C'est sûr que les directeurs adjoints ou les adjoints scientifiques jouent un rôle très important et j'aimerais peut-être reconnaître particulièrement Stephanie McMahon qui a eu une promotion pour aller vers la direction administrative de la recherche mais qui a joué un rôle remarquable dans la préparation de la dernière visite à FRQS. Mais toute l'équipe, et particulièrement peut-être Nathalie Poirier, qui a travaillé très fort pour préparer cette journée. Alors, j'aimerais juste souligner que nous avons une équipe qui est, comme on dit en anglais, lean and mean. Je sais que lean est très important pour la direction de l'hôpital, mais on est lean aussi parce qu'on est très peu nombreux. Mais on a une équipe de tonnerre et je suis très fier du travail qu'ils font. Maintenant, on va passer à la prochaine partie de notre programme qui est la présentation par des chercheurs émérites du centre de recherche. Alors, on a beaucoup de chercheurs seniors d'émérites. Par contre, il a fallu sélectionner seulement 2. Et on va commencer par Dr. Van Leer, que vous connaissez tous. Dr. Van Leer, en fin de compte, il a fait, il y a peut-être 1 an, une présentation dans le cadre des rencontres de la chaire Jean-Louis Lévesque.
Et c'était un rappel sur une rétrospective sur le centre de recherche. Quelqu'un qui a été ici très près de la création de centre et il m'a beaucoup impressionné en ce qui concerne ses connaissances de centre et aussi la vision, un peu le courage, mais aussi la créativité de cette équipe de début qui a débuté le centre. Alors, c'est surtout pour ça, cette énergie qui a été présente dès le début, qui je pense que se maintient aujourd'hui. Et Dr. Van Meer et continue d'être un élément clé dans cette activité, cette énergie. Alors, Dr. Van Meer, il a près de 45 années de carrière comme chercheur. Il a reçu un prix de carrière Thomas Doherty pour ses réalisations majeures en thérapie photodynamique. Il est reconnu, je pense qu'il y a un des facteurs d'impact les plus importants dans notre centre, qui est remarquable, et il continue de jouer un rôle important comme titulaire de la chaire Jeanne et Jean-Louis Lévesque. Merci Bill. Dr. Fraser de me demander de vous présenter quelques vignettes d'une carrière d'un chercheur qui commençait en génie chimie aux Pays-Bas jusqu'à l'imagerie moléculaire à Sherbrooke. Mon intérêt à la science a commencé aux Pays-Bas. Mon dernière année à l'université à Delft était avec Wouter Bierns, qui a trouvé que l'ADN, sous la réaction avec l'ultraviolette, formait ce molécule bizarre. Et quand ça arrive dans notre peau, quand on est trop long dans le soleil, évidemment, on va réparer ça. Si c'est un mécanisme singulaire, il est mort. Donc, il y a un enzyme qui répare ça, et j'ai travaillé 1 an sur cet enzyme. Après, je voulais vraiment voir le monde. Hein. Le Pays-Bas, c'est un pays plat et avec un climat assez dégueulasse. Et je voulais aller à les États-Unis. C'était dur de continuer dans le même domaine, mais je reçois une lettre de ce monsieur-là, Leland Leroy Smith, à Galveston, Texas. Et il me dit, j'ai un bel projet pour quelqu'un qui connaît l'extraction, purification. J'ai d'argent pour regarder dans l'azote humain s'il y a d'autres stéroïdes dans les plaques qui peuvent jouer un rôle dans l'athérosclérose. Donc, dans 1 an, j'ai réussi d'isoler ce produit-là. C'est un fin 6-hydroxydérivé de cholestérol. Et c'était mon premier publication en biochemistry, 67. Et mais ce n'était pas la plus grande importance que j'ai trouvée dans l'aorte. Il y a toutes sortes de produits dérivés de cholestérol qui sont formés pas via une route enzymatique, mais par l'autoxydation, l'interaction avec l'oxygène qui circule. Et le produit le plus important, c'est ce peroxyde que vous voyez ici, qui, quand on le chauffe, il donne le pregnenolone. Cholestérol pregnenolone, c'est la première étape dans la formation de toutes les hormones stéroïdiennes. Et j'étais plus capable de dormir. Je savais, j'ai tombé sur quelque chose. Sinon, le prix Nobel, ça peut me donner une carrière scientifique dans ce domaine. Tout ce qui me manque, une place où je peux développer ça tout par moi-même. Quand je reste à Galveston, Texas, c'était toujours Leland Leroy Smith qui avait l'Astérix. Donc là, je reçois une lettre de ce monsieur ici, le docteur Étienne Lebel, que vous connaissez tous maintenant très bien. Lui avait son propre agenda, pas pour m'aider avec mon histoire de cholestérol, mais pour développer la médecine nucléaire à Sherbrooke, établir les sciences de la radiation, et il avait besoin de chimie radiopharmaceutique, et j'avais un bon fit pour ça. Parallèle, il a engagé un physicien, Léon Sanche, un biologiste et un médecin en recherche. Donc, il m'a invité en 69, ce même mois qu'ici, il y a 46 ans. Et quand j'ai vu ce paysage, j'étais vendu. Donc, en arrivant ici, j'ai vraiment continué
que je voulais faire avec mon cholestérol hydroperoxyde. Et je le laissais lentement disparaître pour le produit, pour obtenir un cyclotron, la radiochimie et l'imagerie moléculaire. Et c'est seulement il y a 2 ans que j'ai eu le contact avec quelqu'un qui a isolé toutes les enzymes qui métabolisent le cholestérol dans les différentes parties du corps, l'aorte, le cerveau. Et on a finalement compris que pourquoi ce peroxyde est transformé par ces enzymes et c'est quoi leur rôle. Donc, ça vient juste de paraître en Chemie de édition internationale de 7 octobre. Pour reculer dans les années 70, c'était pas le but pourquoi j'ai été engagé. Évidemment, pour moi, c'était quelque chose qui finalement j'ai réussi, je peux le laisser dormir. Léon Sanche, le physicien qui était engagé par Étienne Lebel, il me disait cette histoire de fabriquer des produits radiopharmaceutiques, c'est assez compliqué. Je connais un moyen pour faire ça beaucoup plus simple. On prend un tube, c'était son expertise, avec un autre vacuum, un faisceau des électrons, on dépossède des produits qu'on veut transformer et on utilise le carbone 14 parce qu'on n'a fait pas encore un cyclotron. Un cyclotron, il fabrique le carbone 11, demi-vie 20 minutes, donc il faut travailler très vite. Et j'étais capable de montrer qu'il y était vraiment de produits radioactifs. Et j'ai dit, Léon, il faut présenter ça à un congrès international de biochimie parce que c'est là où il intéresse. Donc on est allé à Hamburg et Léon dit, c'est une bonne idée, mais je viens avec toi. Donc l'intérêt, c'était pas énorme, mais quand même, on a réussi de publier en Nature, donc on était contents. Parallèle à ça, j'ai travaillé sur des stéroïdes. Et le premier analogue que je faisais, c'était un analogue qui ressemble à un nucléoside avec l'espoir qu'il peut interagir avec l'ADN et tuer des cellules cancéreuses. Et on a réussi de publier ça également en Nature. Depuis, j'ai eu la chance de publier en Nature. Là, la grande journée pour moi, c'était 1996, quand la Fondation Lefebvre a décidé de donner un chaire en radiobiologie à l'université de Sherbrooke. Donc, on voit ici Mme Lefebvre avec son fils Yannick, le juriste qui était le recteur dans l'époque, et Dr Bureau, le doyen. Ça m'a aidé énormément dans les années qui suivent, de 1996 jusqu'à aujourd'hui, d'établir de synthèse de nouveaux produits radiopharmaceutiques pour l'imagerie de TEMP. Et le produit le plus intéressant qu'on a développé, c'était celui qu'on voit ici, le 4-FMFES. C'est un dérivé d'estradiol qui est marqué avec le fluor 18. Et c'est le produit qui est maintenant dans des essais cliniques. Et voilà, c'est des images que Dr Turcotte, le chef de notre service TEP au Centre de recherche clinique, et c'est dans une phase 2 et ça a l'air très prometteur. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre deuxième chercheur d'émérite, Dr Nicole Gallo-Payet. Les approches variées utilisées dans les travaux de recherche de Dr Gallo-Payet ont permis d'apporter des contributions majeures aux connaissances à la frontière de deux disciplines, l'endocrinologie et les neurosciences. Dr Gallo-Payet est en effet considéré par ses pairs comme l'un des plus grands chercheurs en neuroendocrinologie de sa génération. Reconnu internationalement pour sa contribution majeure à la compréhension des mécanismes de régulation des cellules cortico-surrénaliennes, sa contribution scientifique lui permet d'obtenir une chaire de recherche du Canada, la chaire en endocrinologie de la glande surrénale. Dr Gallo-Payet est l'un des grands artisans de la collaboration franco-canadienne en neuroendocrinologie, comme en témoigne sa nomination en 2004 en tant que conférencier Jacques Benoît, la plus haute distinction de la Société de neuroendocrinologie. Accueillons la chercheuse Nicole Gallo-Payet.
Merci beaucoup, Dr Fraser. Alors, je suis vraiment enchantée d'être ici aujourd'hui. Alors, je vais, plutôt que de vous parler complètement de moi, je vais vous dresser un survol de ce qu'est l'équipe d'endocrinologie. D'abord, quand même, je vais vous parler un tout petit peu de moi, dans le sens que je tiens à rendre hommage aujourd'hui à deux personnes qui ont été extrêmement importantes dans ma carrière. D'abord, Diego Bellabarba, qui m'a recruté, et ça n'a pas été facile pour lui. Et juste pour une petite anecdote, pas facile parce qu'il me recrutait dans le département de médecine. À l'époque, il n'y avait que des professeurs MD et masculins. Donc, il avait deux défis, reculer un chercheur PhD et en plus une femme. Alors, il a vraiment travaillé pendant au moins 2 ans avant de réussir à obtenir mon recrutement, qui de toute façon était conditionnel à l'obtention à la fois d'une bourse salariale et de fonds de recherche. Il n'y avait pas d'aide au soutien comme maintenant. Mais j'ai eu la chance d'avoir les deux. Et le début de ma carrière, en fait, je tiens beaucoup à remercier le Dr Étienne Lebel, parce que déjà, j'avais des projets assez ambitieux et une subvention qui n'était pas très importante. Et finalement, chaque année, au mois de janvier, je n'avais plus d'argent pour aller jusqu'à la fin de l'année budgétaire. Et le Dr Lebel a toujours allongé les 3 ou 4 mois qui restaient. Et d'ailleurs, en préparant cette présentation, j'ai voulu au départ mettre un extrait d'un échange de lettres à Dr Lebel. Et puis je me suis rendu compte que en fait, mes échanges de lettres n'étaient pas toujours avec le directeur du centre de recherche, mais avec le vice-doyen à la recherche. Et en fait, c'est vrai que Dr Lebel a occupé les deux chapeaux pendant 3 à 4 ans. Il a été à la fois vice-doyen et directeur du centre. Et donc j'ai des lettres qui émanent du directeur du centre et d'autres qui émanent du vice-doyen à la recherche. Je voulais souligner aussi l'apport très important pour moi de Dr Étienne Lebel. Chaque fois que je sortais de son bureau, c'était avec une énergie décuplée. Parce qu'il avait un don aussi de croire dans les projets innovants. Et notamment, dans les années 85, avec mon mari, nous voulions un appareil pour mesurer le calcium intracellulaire, ce qui était tout à fait nouveau à l'époque. Et nous avons fait une demande qui était au CRM, mais il nous fallait un appui de notre faculté et de notre centre de recherche, que nous a donné Dr Étienne Lebel. Et nous avons été les premiers au Canada à avoir ce type d'appareil. Et c'est grâce à lui qui nous a énormément supporté. Donc voilà, j'aimerais leur rendre hommage. Maintenant, l'équipe d'endocrinologie, en fait, a fait partie de la création de l'idée d'un centre de recherche avec le docteur André Lucier et les membres d'endocrinologie à l'époque, c'était Diego Bellabarba, Bernard Bénard, Jean-Guy Lehoux et puis Raphaël Bélanger, que moi je n'ai pas connu, qui ont été le noyau de l'équipe d'endocrinologie. Et puis un peu plus tard s'est greffé Serge Béguil, qui était à l'époque dans le département d'obstétrique-gynécologie. Et donc, dès le départ, ce que l'on voit, c'est qu'il y avait un arrimage entre les chercheurs fondamentalistes, qui étaient Jean-Guy Lehoux, et puis un peu plus tard moi, et puis les cliniciens. Et ces cliniciens, avec des subventions de recherche, étaient donc vraiment des chercheurs. Ce qui a été une des forces de l'équipe dès le début, ça a été l'idée de Serge Béguil de créer un projet conjoint. Et pendant 10 ans, nous avons eu une subvention du CRM qui était sur le projet placenta et la régulation hormonale dans le placenta, avec chacun l'expertise différente, amener sa couleur. Donc dès le départ, ce qui est important de souligner, c'est que l'équipe qui ne s'appelait pas encore, enfin qui a pris le nom officiel d'équipe de physiopathologie, je pense dans les années 85 à peu près. Et donc c'était le mariage entre les différentes disciplines, différents départements, et puis la recherche fondamentale avec la recherche clinique. Encore une fois, l'aide à la recherche a été très importante pour les années budgétaires, pour les bourses d'étudiants. Et déjà, lorsque l'on parle de cette époque, c'était Marek qui était directeur du centre de recherche. À l'époque, je ne passerai pas au travers, mais nos thématiques dans notre équipe étaient assez variées. Ça allait de la régulation de la pression artérielle, en passant par des études métaboliques avec Pierre Maheu, et puis les mécanismes d'action des hormones thyroïdiennes. Donc, et puis le développement du système nerveux central que j'avais initié avec Diego. L'équipe de physiopathologie endocrinienne, ce que j'ai oublié de mentionner, qui était écrite sur la diapositive précédente, a été dirigée par Jean-Guy Lehoux jusqu'en 1998. Et en 1998, j'ai pris le relais de Jean-Guy.
Nous étions vraiment une belle équipe, mais une équipe de chercheurs. Nous nous réunissions toutes les semaines pour discuter de nos thématiques personnelles et de groupe. Mais ce que je me rendais compte, c'est que nos étudiants ne savaient pas très bien ce que c'était que le centre de recherche clinique. Alors ce que j'ai trouvé comme défi tout de suite dès que j'ai été directrice de l'équipe, c'était d'impliquer beaucoup plus nos étudiants, de leur montrer l'importance qu'ils ne savaient souvent pas d'où venait le complément de leur bourse salariale, que ça ne venait pas forcément de la faculté ou de l'ESR, mais ça venait du centre de recherche. Ce qui fait que c'est la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé une réunion annuelle. Et cette réunion annuelle, on l'a confiée complètement aux étudiants. C'est eux qui ont organisé la journée, cherché la salle, le restaurant, qui ont proposé les conférenciers invités extérieurs. Et puis on s'est donné aussi un logo. Et ce sont les étudiants qui ont lancé un concours pour créer un logo. Donc notre premier logo, c'était, voilà, que vous voyez ici. Et puis une réalisation d'équipe. Et là encore, le rôle de Marek a été très important pour nous soutenir dans tous nos efforts. D'abord, on a eu l'équipe FCAR en 1998. À l'époque, nous étions entre 6 et 8 chercheurs qui sont sur la photo. Et puis ensuite, on a eu un groupe d'excellence de l'Université de Sherbrooke qui s'est transformé en centre d'excellence et puis qui existe toujours. Le nom a un petit peu changé, mais ça a été le centre de recherche en endocrinologie, métabolisme et signalisation et toujours le support indéfectible pour les recrutements des jeunes chercheurs, pour les équipements FCRI. On a eu un autre microscope qui était aussi, enfin à l'époque, plusieurs universités s'équipaient des mêmes microscopes, mais Marek nous a aidés dans 2 demandes FCI que nous avons obtenues avec succès. Et puis c'était l'époque aussi où le groupe s'est étendu avec le recrutement de jeunes chercheurs. Vous voyez Jean-Luc Ardilouz, Marie-France Langlois, Jean-Patrice Boyargent et André Carpentier. Et je peux vous dire que comme encourager les bonnes idées et le recrutement des chercheurs, tous ces jeunes chercheurs-là étaient très exigeants en termes d'équipement et d'équipement de base qui allait avec leur recrutement, notamment Jean-Luc avec un superbe appareil venant de son PhD en Angleterre. Donc, après, lorsque j'ai pris les fonctions de vice-doyen de la recherche, c'est Jean-Luc qui a pris le relais de la direction de l'équipe en 2006 et qui, alors les équipes à l'époque ont changé de nom pour devenir des axes et donc nous sommes devenus l'axe des maladies endocriniennes et métaboliques. Alors déjà, on le voit avec les noms, c'était beaucoup plus ciblé. C'est là aussi qu'il y a eu le véritable arrimage recherche clinique, recherche fondamentale, comme l'ont souligné Dr Plechensky et Marchand et Moutquin, c'est-à-dire vraiment dans nos recherches fondamentales, on essayait de mettre un volet d'application clinique, mais il reste que sur le terrain, c'était pas tout à fait ça. Et dans la période où Jean-Luc a pris la direction, là, il y a eu des plateformes cliniques qui ont été créées, et puis des cliniques spécialisées comme la clinique de dépistage du diabète gestationnel, par exemple. Et les thèmes sont devenus donc plus ciblés, avec le diabète, l'obésité, maladies associées comme le stress, les désordres cognitifs, diabète gestationnel. Nous avons aussi intégré les cliniciens dans notre équipe. C'était une énorme force, notamment avec des recrutements de Gisèle Houd, de Patrice Perron et Marie-France Hiver. Et puis des recrutements toujours plus récents, comme sur la photo où l'on voit Marie-Hélène Pesan. Quand Jean-Luc a pris la direction, alors nous nous sommes dotés d'un nouvel logo, mais vous voyez que Jean-Luc a pris son rôle de directeur extrêmement au sérieux lorsqu'il a été nommé. Et donc le miracle de la science passait par l'équipe de physiopathologie endocrinienne et l'axe des maladies endocriniennes. Et il a pris son rôle, vous voyez, très au sérieux. Ici, c'est à l'occasion d'une réunion annuelle. Dieu le Père était avec nous. J'aimerais souligner l'importance, comme l'ont souligné aussi les directeurs du centre avant moi, du mentorat et des collaborations. En endocrinologie, ça a toujours été quelque chose de très important. Nous avons toujours, déjà entre chercheurs seniors, lu nos demandes pour les commenter et toujours soutenu les demandes des plus jeunes. Et le résultat de ceci, c'est que ça a été des succès chaque année, un rayonnement à peu près sur tous les fronts et puis beaucoup de reconnaissance. Et notamment l'année 2010 a été vraiment une année particulière pour l'endocrinologie, où toutes les demandes émanant du service d'endocrinologie ont été couronnées de succès avec tous nos chercheurs en première place, aussi bien pour les subventions que pour les demandes de chercheurs boursiers. Et aussi, alors, au cours de nos réunions annuelles, on a distribué aussi des prix aux étudiants et je pense que c'est très important de reconnaître leurs travaux, c'est extrêmement valorisant pour leur futur.
Et puis, ce qui est important aussi, comme le soulignait le docteur Marchand ou le docteur Moutkin à travers une remarque de Heinzing, c'est la reconnaissance et la visibilité, se faire connaître. Et nos chercheurs, là aussi, ont brillé dans plusieurs médias relativement récemment. Et encore une fois, j'aimerais souligner l'apport énorme derrière tous nos succès du groupe de maladies cardiovasculaires obésité de Diego Bellabarba, qui est jamais bien loin derrière nous et qui a vu sa carrière couronnée de plusieurs prix récemment. Et puis maintenant, depuis 2012, le groupe évolue toujours et est devenu encore plus ciblé avec l'axe du diabète, obésité, complications cardiovasculaires qui est dirigé par André Carpentier. Et comme le mentionne André dans ce petit encart, ce qui est important, c'est de développer les collaborations non seulement au sein de son institution, ce qu'on a déjà fait, mais aussi avec les autres institutions. Et dans le cas d'André, il a développé plusieurs collaborations avec notamment le Centre de recherche sur le vieillissement pour les maladies cognitives et le vieillissement et avec le Centre universitaire de cardiologie et de pneumologie de l'Université de Laval à Québec, dirigé par Denis Richard. Le centre de recherche en endocrinologie et métabolisme existe toujours, est devenu un peu plus ciblé sur l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Et puis, l'an dernier, André a obtenu la création d'un réseau du FRQS sur la santé cardiométabolique, le diabète et l'obésité. Alors, deux petites diapos encore. Les forces du CHUS, pour moi, dans ma foi, c'est déjà la présence, comme le mentionnait Serge tout à l'heure, sur le même campus, à la fois du centre de recherche et de la faculté. C'est un atout considérable. Puis je pense que les deux entités ont su vraiment profiter de ces situations. Les réalisations gagnantes auxquelles j'ai un petit peu participé avec, dans les réalisations qui ont lieu déjà bien avant moi, le recrutement sur une base réaliste et valorisante pour les chercheurs. Mes prédécesseurs ont oublié de le faire remarquer, mais lorsqu'un chercheur est engagé à la faculté de médecine, il est avec un poste de professeur et pas de chercheur. Lorsque j'étais vice-doyenne, j'étais la seule qui n'était pas concernée, contrairement à mes autres collègues des autres universités, par le problème des chercheurs qui arrivaient en fin de bourse, en fin des périodes de 10 ans de bourse au FRSQ à l'époque, et qui ne savaient pas comment intégrer ces chercheurs au sein de leur faculté. Nous n'avions pas du tout ce problème. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de majeur. Ce qui a été parfois difficile à faire accepter, on a beaucoup travaillé avec Jean-Marie sur ces dossiers, le mentorat obligatoire. Nous, on le faisait en endocrinologie, j'avais des exemples de d'autres collègues à Montréal, et ça n'a plus ou moins été bien accepté au départ, mais les chercheurs ont très bien compris l'importance de cela. Aussi, les règles d'attribution structurées pour les fonds passerelles, les fonds de démarrage. Les compétitions sont devenues de plus en plus fortes avec les organismes et de moins en moins d'argent disponible, donc de plus en plus de demandes de fonds passerelles et de fonds de démarrage, et puis la création de bourses et de subventions pour les pairs qui devaient être revues par les collègues. Amélioration toujours, les bourses pour les étudiants, le programme PAFI, c'est vraiment un excellent programme pour les projets démarrants. Ce qui est important aussi, c'est l'évolution de la notion de chercheur individualisme à la chercheur en équipe. Je pense que maintenant, les chercheurs ont très bien intégré ça, mais il y a quelques années, c'était encore pas évident. Et puis, dans ma foi, les plateaux techniques avec des projets cliniques cliniques et précliniques. Et puis, ce qui était très important, et comme l'a fait remarquer Serge, très difficile à faire accepter par les chercheurs, de diminuer le nombre d'axes pour faire des masses critiques importantes. Et sur le marché international, c'est beaucoup mieux d'être 20 chercheurs à faire quelque chose que d'être 3 ou 4 dans un axe. Alors, c'était vraiment une belle réalisation de pouvoir augmenter la masse critique par thème et développer les partenariats avec ceux qui sont présents éventuellement pas très loin, comme ici, Charles Rivers, qui n'est pas très loin. Et puis, alors, la faculté, comme l'hôpital, comme le CRC, ont eu raison d'unir leurs forces. C'est la clé pour l'excellence, l'audace et la créativité. J'aimerais ajouter, je ne sais pas si je parle peut-être trop, un petit mot sur les locaux.
Alors, effectivement, vous avez parlé des locaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endocrinologie a été très ambitieuse et voulait se développer dès le début. Alors, lorsque le CHU, la bâtisse a été créée déjà en 1998, il faut savoir que les budgets n'étaient pas suffisants, mais tout était prévu pour 2 étages supplémentaires. Et déjà, l'endocrinologie aurait bien voulu être dans le centre de recherche clinique, mais malheureusement, il n'y avait pas de place pour l'endocrinologie. Lorsque les agrandissements ont été planifié dans les années 2001-2002, ce document, enfin, oui, 98, nous avions beaucoup travaillé avec Diego pour proposer des plans, et finalement, depuis 2014, nous sommes toute l'endocrinologie cardiovasculaire est dans la nouvelle bâtisse, mais vous voyez que les plans actuels sont très peu différents de ce que nous avions proposé avec Diego en 1998. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut jamais lâcher les projets ambitieux, ils finissent toujours par se réaliser. Alors, ce que je voulais dire, on l'a souligné aussi précédemment, des axes forts, ce sont des équipes solides. Les équipes solides, ça veut dire le support à la gestion, à la recherche clinique, à la recherche fondamentale, les infrastructures, les plateformes animales. Et je ne voudrais pas finir cette présentation sans remercier tous ceux qui sont d'un grand support pour l'axe des maladies endocriniennes et métaboliques. J'ai nommé, vous les connaissez tous, Julie Ménard, Julien Junior Bergeron qui s'occupe du réseau, Frédéric Fisch qui s'occupe beaucoup de tous les projets d'André, Marie-Claude Battista qui est un peu sur tous les fronts de la recherche fondamentale surtout, mais des fois aussi clinique, et surtout Ouida Benesra qui s'occupe de toutes les plateformes animales et qui a joué un rôle très important dans l'aménagement des plans des locaux actuels que nous avons dans les nouvelles places du CRC. En 2003, tout allait très très bien pour nous et je me souviens que le thème de l'année, nous avions dit que l'équipe de physiopathologie endocrinienne avait le vent dans les voiles, mais je vois que le bateau a grossi, les voiles sont encore plus grosses parce que avec André Carpentier, vraiment les projets sont de plus en plus ambitieux et je pense que la communauté scientifique reconnaît l'apport que André a au sein de l'équipe. Et en ce qui me concerne, je voudrais dire que j'ai eu 37 ans d'une belle carrière et ceci grâce à une belle équipe. Alors je voudrais juste mentionner bien sûr alors mes collègues Stéphane Cunan, André Carpentier, Marie-France Langlois, Jean-Patrice Baillargeon avec lesquels nous avons partagé plusieurs projets de recherche, mais aussi les projets de collaboration que j'ai eu avec plusieurs personnes. Les photos ne sont pas là pour tout le monde, mais notamment Robert Sabal pour le cancer de la prostate, Jean-Paul Pro en ce qui concerne le développement chez le mouton, le groupe d'Uppsala en Suède avec lequel on a eu beaucoup de projets, avec Olivier Le Sur sur le stress aux soins intensifs, avec Johnny Deladou de l'hôpital Sainte-Justine. Il y a une photo de ma dernière équipe de recherche qui a été prise lors de l'inauguration des locaux et surtout, évidemment, les grandes collaborations que j'ai eues avec Marcel Paillet. Au départ, nous avions des thèmes de recherche, je dirais presque diamétralement opposés. Et puis, les discussions hors bureau, souvent, ont amené vraiment un développement. C'est ce qui nous a vraiment lancé sur des innovations que les autres groupes n'avaient pas. C'est ce qui a fait notre nom dans notre domaine. Et puis, je ne sais pas, j'ai mis ici quelques clichés, vous les reconnaissez peut-être. Liette Laflamme, je n'ai pas trouvé de photo d'elle maintenant, mais Liette est maintenant responsable de la biosécurité à l'Université de Sherbrooke. Ils ont tous fait leur doctorat avec moi ou leur stage postdoctoraux. Estelle Chamou, qu'on a vu récemment dans les nouvelles, parce qu'Estelle est professeure à l'Université Bishop et puis a forgé les relations entre l'Université de Sherbrooke et la faculté de médecine et Bishop. Louis Gendron, que vous connaissez maintenant comme directeur du département de physiologie et pharmacologie. Mylène Côté, qui dirige le baccalauréat de pharmacologie. Ils ont bien changé, hein. Et Marie-Claude, qui ne change pas, mais qui est aussi ma dernière stagiaire postdoctorale. Et puis, qu'est-ce que je fais? Tout le monde me demande ce que je fais depuis que je suis à la retraite. Eh bien, écoutez, je m'ennuie pas du tout. J'ai jamais le temps de faire tout ce que je veux. Et notamment, je continue quand même sur les sujets qui m'ont passionné pendant toute ma carrière. Et notamment, il y avait le livre Bible pour les gens qui sont dans le domaine de la glande surrénale, daté de 1992. Et j'ai relevé le défi avec Marie-Claude Battista de mettre ce programme à jour avec un livre qui est paru en 2014
Et puis cette année, j'ai de nouveau accepté d'être éditeur en chef pour un Frontiers qui va paraître en 2016 avec mes collègues André Lacroix du CHUM et puis Antoine Martinez de France. Et puis, ma foi, cette semaine, lundi dernier, nous avons soumis le dernier papier ou l'avant-dernier, je ne sais pas, en collaboration avec André Carpentier, Roger Lecomte et Christophe Noll, stagiaire postdoctoral d'André comme premier auteur. Alors j'espère que cet article va être accepté. Et pour terminer, j'aimerais remercier tous les directeurs de centre qui m'ont permis d'avoir la carrière que j'ai pu avoir. Alors, Dr Étienne Lebel et Marek Pleschinski pour leur support incroyable à travers ces années, et pour Jean-Marie Moutquin et Serge Marchand pour le travail d'équipe pendant les périodes où j'ai occupé quelques petites directions. Et ce dont je suis fière, c'est de voir un peu toutes les pages couverture de nos réunions annuelles d'équipe. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien vu la construction du centre, pas seulement les bâtiments, mais aussi des personnes qui ont travaillé ensemble, qui ont établi des collaborations remarquables entre les différents thèmes, entre le centre d'imagerie, l'endocrinologie, mère-enfant et les autres secteurs, douleur, vieillissement, du CDRV. Vous avez vu que nos fondateurs ont établi les assises solides pour construire et nous en bénéficions aujourd'hui de tout le travail qu'ils ont fait. On continue d'en bénéficier. Je veux aussi souligner la collaboration excellente avec la faculté, le support de notre vice-doyen actuel pour le centre et du doyen. Et aussi peut-être dire que nous continuons de construire et on peut dire on se met sur les épaules de nos fondateurs. On peut dire aussi qu'on est sur les épaules des géants parce que leur contribution a été tout à fait remarquable. Alors, merci de toutes ces excellentes présentations.